C'était la veille de Noël, il était 19h45 et je me tenais au guichet d'une banque, essayant de ne pas m'effondrer alors que le sol en marbre me glaçait les pieds à travers les fines semelles de mes chaussures. Les lumières étaient trop vives, trop propres, trop silencieuses pour un endroit où une femme et ses enfants venaient de tout perdre. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 35 ans et à ce moment précis, je ne possédais que 12 €. Léa serrait ma main gauche si fort que mes doigts commençaient à s'engourdir, elle avait 9 ans et s'efforçait d'être courageuse, mais sa lèvre inférieure ne cessait de trembler. Hugo avait ses petits bras enroulés autour de ma jambe droite, le visage enfoui dans mon manteau car il ne pouvait s'arrêter de pleurer, il avait 6 ans et chuchotait sans cesse qu'il avait froid. La plupart des familles étaient déjà rentrées chez elles près de leur sapin de Noël, en pyjama, buvant du chocolat chaud, les enfants attendant le Père Noël, mais nous étions debout dans une banque sur le point de fermer, sans endroit où dormir et nulle part où aller. 2 heures plus tôt, j'avais une maison, une vraie maison avec des chambres et des cadeaux emballés sous le sapin, une maison où mes enfants croyaient que le matin de Noël serait encore magique, puis leur père a débarqué avec une autre femme et un camion de déménagement et nous a dit que nous avions 1 heure pour partir. J'essayais de ne pas pleurer en me tenant au comptoir, fouillant dans mon sac à main, espérant que quelque chose, n'importe quoi, pourrait nous aider à survivre à la nuit, mais mon portefeuille était vide à l'exception de ces 12 € froissés, c'était tout ce qu'il me restait. C'est alors que mes doigts ont touché quelque chose en plastique tout au fond d'une poche que je n'utilisais jamais, une carte bancaire, vieille, rayée, décolorée par des années d'oubli. Ma mère m'avait donné cette carte il y a 6 ans alors qu'elle était mourante, elle l'avait pressée dans ma main dans une chambre d'hôpital et m'avait dit de ne pas l'utiliser sauf si je n'avais plus rien, absolument plus rien. Je me suis avancé vers le guichet et je l'ai tendu au banquier dont le badge indiquait Thomas Mercier. Je lui ai demandé de vérifier s'il y avait de l'argent dessus. Il a regardé la carte une fois, puis une deuxième fois plus attentivement, ses doigts se sont figés au-dessus du clavier et la couleur a quitté son visage. Il s'est penché plus près de l'écran, puis m'a regardé comme s'il voyait un fantôme avant de baisser la voix pour me dire que je devais venir avec lui dans son bureau immédiatement, tout de suite. Alors que je le suivais dans le couloir avec mes enfants agrippés à moi, je sentais la peur et l'espoir s'entrechoquer dans ma poitrine, là, debout un soir de Noël sans rien, je ne savais pas encore si cette carte nous sauverait, mais je savais que ma vie était sur le point de changer. Avant d'être cette femme tremblante dans une banque la veille de Noël, j'étais quelqu'un d'autre, j'étais une fille qui croyait en son talent. J'avais rencontré Julien Laurent il y a 17 ans lors d'une petite exposition d'art local à Lyon, j'avais 20 ans et j'étais encore en école de design, et l'une de mes illustrations avait été choisie pour être accrochée au mur. Je me souviens d'être resté là ce soir-là, prétendant être confiante tout en espérant silencieusement que personne ne me poserait de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Julien est resté devant mon œuvre pendant un long moment, trop long pour un inconnu, et quand il s'est finalement tourné vers moi, il a souri et a dit quelque chose qui est resté gravé en moi pendant des années, « C'est vous qui avez fait ça ? Vous allez devenir quelqu'un d'important un jour. » Personne ne m'avait jamais parlé comme ça auparavant, il semblait certain, comme si mon avenir était évident pour lui-même quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Il travaillait déjà dans l'immobilier, confiant, bien habillé, plein de projets, et quand nous avons commencé à sortir ensemble, il parlait de construire quelque chose de grand et disait qu'il me voulait à ses côtés quand il le ferait. Quand nous nous sommes mariés, il me restait 1 année d'études, mais Julien a dit que finir l'école n'avait plus de sens, pourquoi perdre du temps et de l'argent alors que je pouvais me concentrer sur nous ? Il a dit qu'il s'occuperait de tout et à l'époque, cela ressemblait à de l'amour, alors j'ai quitté l'école. J'ai travaillé brièvement, puis je suis resté à la maison et quand Léa est née, Julien a dit que c'était mieux pour la famille, mieux pour les enfants, mieux pour notre image. Je suis devenu la structure invisible de nos vies, je gérais les emplois du temps, je faisais durer les courses, je me souvenais des anniversaires, je restais éveillé avec les enfants malades et je me levais tôt pour préparer les déjeuners, j'étais le calendrier, le plan de secours, le filet de sécurité. Les affaires de Julien ont prospéré, des maisons plus grandes, de meilleures voitures, des heures plus longues, chaque succès qu'il avait reposé sur une vie que je maintenais silencieusement à la maison. Mais quelque part en chemin, l'homme qui m'avait autrefois qualifié de talentueuse a cessé de me voir tout court, et je ne l'ai pas remarqué avant qu'il ne soit déjà trop tard. Julien n'est pas devenu cruel d'un seul coup, c'est la partie dont les gens ne parlent pas, c'est arrivé lentement, de manière facile à expliquer, facile à excuser, facile à mettre sur le compte du stress, du travail ou de l'argent. Au début, c'était de petites choses, il a commencé à gérer toutes les finances parce qu'il disait que c'était plus simple comme ça, il m'a demandé de le laisser gérer les comptes en disant que les chiffres me stressaient et qu'il était meilleur à ça, et je l'ai cru. Si j'avais besoin d'argent, je devais demander, non pas parce que nous étions en difficulté,
mais parce que c'était ainsi que c'était organisé. L'argent des courses, les fournitures scolaires, l'essence, j'expliquais à quoi ça servait et j'attendais, il ne disait jamais non, il s'assurait juste que je me sente mal à l'aise de demander. Si j'achetais la mauvaise marque, il faisait une remarque, si je dépensais trop, il soupirait, si je questionnais quoi que ce soit, il me rappelait que je ne comprenais pas les affaires. Puis les compliments ont cessé, si la maison était propre, il remarquait la seule chose qui ne l'était pas, si le dîner était bon, il mangeait en silence, si je m'habillais bien, il demandait pourquoi je faisais tant d'efforts. Au fil du temps, j'ai appris à me faire toute petite, j'ai arrêté de parler d'art parce qu'il appelait ça un passe-temps, j'ai arrêté de parler d'idées parce qu'il m'interrompait, j'ai arrêté d'être en désaccord parce que c'était plus facile d'être d'accord, je suis devenue prudente, silencieuse, efficace. Ma mère l'a remarqué avant moi, un soir, elle est restée tard après le dîner alors que Julien était allé dans son bureau sans débarrasser son assiette, elle m'a suivi dans la cuisine et m'a posé une question qui a pesé lourd dans ma poitrine, « Es-tu heureuse ?» Je lui ai dit oui parce que c'est ce que disent les bonnes épouses. Elle n'a pas discuté, elle m'a juste regardé et a posé une autre question, « Qu'a-t-il abandonné pour toi ?» Je ne pouvais pas répondre, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. Je ne savais pas alors qu'elle l'observait déjà de près, qu'elle était déjà inquiète, qu'elle planifiait déjà, je savais seulement que quelque chose dans ma vie sonnait faux et je ne savais pas comment le nommer, et quand on ne peut pas nommer un problème, il finit par vous posséder. Julien m'a annoncé qu'il voulait divorcer un mardi soir, comme s'il annonçait un changement de météo, sans avertissement, sans conversation, sans tentative d'arranger quoi que ce soit, je veux divorcer, Claire. Il avait déjà un avocat, il avait déjà les papiers, il avait déjà décidé à quoi ressemblerait ma vie sans que j'aie mon mot à dire. Au tribunal, je me suis assise tranquillement pendant que des inconnus parlaient de mon mariage comme d'une affaire commerciale ratée, ils ont décrit mes 15 années à la maison comme un manque de contribution, pas de revenus, pas de carrière, pas d'actifs à mon nom. Le mot inutile n'a jamais été prononcé ce jour-là, mais il flottait dans l'air quand même. L'avocat de Julien a dit que j'avais droit à une pension minimale, il a dit que Julien avait très peu de revenus personnels et qu'il n'y avait pas d'actifs significatifs à diviser. Je me souviens avoir agrippé le bord de la table en essayant de ne pas pleurer, je voulais expliquer à quoi ressemblaient ces années de l'intérieur, les nuits, les sacrifices, la façon dont j'avais tout maintenu ensemble pour que Julien puisse construire sa carrière, mais le langage du tribunal se fichait de tout cela. Le juge a signé l'accord, on m'a accordé un petit versement mensuel et une date limite, j'avais jusqu'à début janvier pour quitter la maison, nous l'avions même mis par écrit. Je suis sorti du tribunal en me sentant engourdi, mais en me disant que ça irait, j'avais encore du temps, je trouverais un endroit, je protégerais les enfants du pire. Ce que je ne savais pas, c'est que Julien avait prévu autre chose, quelque chose de plus rapide, quelque chose de plus cruel, et il a choisi la veille de Noël pour le faire. La veille de Noël a commencé trop calmement, Léa et Hugo étaient à la table de la cuisine en train de manger des sandwichs quand j'ai entendu un camion dehors, un bruit de moteur profond suivi d'un autre véhicule se garant derrière. Mon estomac s'est noué, Julien n'était pas censé être là, nous avions un accord, janvier, encore 2 semaines. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu son SUV noir, puis j'ai vu le camion de déménagement. Julien est sorti le premier comme s'il possédait la rue, Camille l'a suivi, portant des bottes chères et un manteau qui semblait n'avoir jamais connu le vrai hiver, elle ne regardait pas la maison comme si c'était mon foyer, elle la regardait comme un projet. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper, « Qu'est-ce que tu fais là, Julien ? Tu n'es pas censé être là tout de suite. » Il a souri, mais ce n'était pas le sourire que j'avais épousé, c'était un sourire mince et tranchant, changement de programme, Claire. Mon avocat a trouvé une clause dans l'accord, je peux prendre possession immédiatement si je donne un préavis. Ceci est ton préavis. Il est passé devant moi pour entrer dans la maison comme si j'étais un meuble, Camille l'a suivi sans un mot, scannant déjà l'espace. J'ai senti mes mains commencer à trembler, c'est la veille de Noël, ai-je dit, les cadeaux des enfants sont sous le sapin, laisse-nous juste rester une nuit, une seule nuit. Julien a ri, tu aurais dû y penser avant de gaspiller 15 ans à être inutile. Léa se tenait à mi-chemin dans l'escalier, elle l'a entendu, j'ai vu cela se produire, quelque chose de petit mais permanent se briser derrière ses yeux. Hugo est descendu en courant en appelant son père, « Papa, tu restes pour Noël ?» Julien ne s'est même pas penché, « Non, j'emménage avec Camille. » « Mais c'est notre maison, » a dit Hugo confus. « Plus maintenant, gamin. » Julien a regardé sa montre, « Tu as 1 heure. Prends seulement les effets personnels, tout le reste reste ici. » Puis il a fait signe au déménageur d'entrer.
des inconnus ont traversé ma maison en portant des cartons et des meubles, Camille leur disait où mettre les choses, elle ne demandait pas, elle pointait. Julien s'est dirigé vers le sapin de Noël, notre sapin, celui que nous avions décoré ensemble. Hugo avait fait un ange en papier à l'école et l'avait placé au sommet. Julien a tendu la main, l'a arraché et l'a froissé dans sa main, cette cochonnerie part aussi. Il l'a jeté dans la cheminée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis monté à l'étage et j'ai emballé des vêtements avec des mains tremblantes pendant que Léa aidait Hugo à choisir quel jouet prendre. Il demandait sans cesse pourquoi le Père Noël ne saurait pas où nous dormions, je n'avais pas de réponse. Quand l'heure fut écoulée, Julien se tenait près de la porte en nous regardant partir. Je portais des sacs, Léa portait Hugo, nous avons laissé derrière nous des cadeaux emballés, des chaussettes de Noël, des chaussures, une vie. En sortant dans le froid, Léa s'est retournée une fois, je n'oublierai jamais son visage, c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'avoir peur, c'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose en moi avait changé pour toujours. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à la banque, de retour sous ces lumières vives avec mes enfants accrochés à moi et l'horloge tournant vers l'heure de fermeture. J'ai tendu la vieille carte au banquier et j'ai attendu. Monsieur Mercier l'a étudiée plus longtemps qu'il n'aurait dû, il l'a retournée lentement, puis a tapé quelque chose dans son ordinateur, il s'est arrêté, s'est penché plus près, a tapé à nouveau et son visage a changé, pas de confusion, pas de doute, mais de la reconnaissance. Il a levé les yeux vers moi et a baissé la voix, « Madame, s'il vous plaît, venez avec moi. » J'ai senti Léa serrer ma main plus fort. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé. Monsieur Mercier s'est levé rapidement et a contourné le comptoir. « Non, madame, dit-il doucement, quelque chose va très bien. » Il nous a conduits dans un couloir marqué « bureau privé », les enfants restaient près de moi comme si le sol risquait de disparaître s'il me lâchait. Dans son bureau, il a fermé la porte et a tourné son écran pour que je puisse le voir, je ne comprenais pas ce que je regardais, des chiffres, des noms, des dates. Ce compte est lié à une fiducie, dit-il prudemment, elle a été établie il y a des années par votre mère, Éléonore Dubois. Mon souffle s'est coupé. Votre mère a laissé des instructions, a-t-il continué, très claires. Cette carte ne devait être utilisée que lorsque vous n'auriez plus rien. Je me sentais étourdi. Elle a aussi laissé un coffre-fort à votre nom, a dit monsieur Mercier, j'ai reçu l'instruction de ne l'ouvrir que si vous veniez en personne avec cette carte. Je me suis assise parce que mes jambes ne me portaient plus. Une guichetière a apporté du chocolat chaud à Léa et Hugo en souriant comme si elle savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Votre mère était très précise, a dit doucement monsieur Mercier, elle voulait s'assurer que vous et les enfants seriez protégés si les choses tournaient mal. Il a fait glisser un dossier sur le bureau, à l'intérieur se trouvent des documents, des relevés bancaires, des lettres, des formulaires juridiques. Votre mère a prévu ce moment, a-t-il dit, elle ne vous a pas laissé sans ressources. Pour la première fois depuis que Julien s'était moqué de moi dans mon propre salon, j'ai ressenti autre chose que de la peur, j'ai ressenti de la stabilité, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait traversé le temps pour me prendre la main. Peu importe ce qui m'attendait dans ce coffre-fort, je savais une chose avec certitude, ma mère ne m'avait pas laissé avec rien, elle m'avait laissé un moyen d'avancer. Monsieur Mercier a posé une enveloppe scellée sur le bureau et l'a fait glisser vers moi, mon nom était écrit sur le devant avec l'écriture de ma mère, Claire. Les lettres étaient inégales, comme si ses mains tremblaient quand elle l'avait écrit. Elle a demandé que vous lisiez ceci quand vous seriez prête, a-t-il dit, quand vous n'auriez plus rien. Il nous a laissés seuls, la pièce était silencieuse à l'exception du ronronnement du chauffage et de la respiration lente d'Hugo appuyée contre mon flanc. Léa m'observait attentivement comme si elle comprenait déjà que ce qu'il y avait dans cette enveloppe comptait. Je l'ai ouverte avec précaution et la voix de ma mère a rempli ma tête pendant que je lisais, « Ma très chère Claire, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là et que tu as enfin vu la vérité sur Julien. Je souhaite de tout mon cœur m'être trompé. » Ma poitrine s'est serrée. Elle écrivait sur la façon dont Julien observait les gens, sur la façon dont il traitait la gentillesse comme une faiblesse, sur la façon dont il parlait de l'argent comme d'un pouvoir au lieu d'une responsabilité. Elle écrivait que 4 ans plus tôt, elle avait commencé à entendre son nom dans des conversations qui la mettaient mal à l'aise, de vieux amis comptables, des avertissements discrets, des chiffres qui ne collaient pas. Alors, elle a commencé à faire attention, elle a engagé un détective privé nommé Daniel Moreau, elle ne me l'a pas dit parce qu'elle savait que je défendrais Julien, elle savait que je n'étais pas prête. Elle a découvert des comptes qui n'avaient jamais été divulgués, des paiements cachés, des propriétés achetées via des sociétés écrans, de l'argent déplacé juste avant les déclarations fiscales. Elle a découvert le plan de divorce avant même que je sache qu'il y avait un problème.
Elle a écrit que Julien payait son avocat sous la table pour influencer le résultat, que le règlement n'était jamais honnête, qu'il était conçu pour me laisser dépendante et effrayée. Mais la partie qui m'a brisé n'était pas la preuve, c'était ce qu'elle a écrit ensuite. Claire, tu n'es pas inutile. Tu as abandonné ton art, ton éducation et ton indépendance pour un homme qui ne méritait pas ce sacrifice. Cela n'efface pas ta valeur, cela ne fait que prouver ta capacité à aimer. Elle a écrit qu'elle avait créé la fiducie non pas par vengeance mais par protection, qu'elle avait vendu tout ce qu'elle possédait pour s'assurer que mes enfants ne dormiraient jamais dans la peur. Elle a écrit qu'elle croyait qu'un jour je me souviendrais de qui j'étais. Au bas de la lettre, il y avait une dernière instruction, appelle Diane Lefebvre. Elle sait déjà tout. J'ai plié la lettre et je l'ai pressée contre ma poitrine. Léa a grimpé sur mes genoux sans demander, Hugo a enroulé ses bras autour de nous deux. Pour la première fois depuis la veille de Noël, je ne me sentais pas comme une femme qui avait perdu, je me sentais comme une fille qui avait été tenue même après la mort. Ma mère ne m'a pas sauvée en combattant Julien elle-même, elle m'a sauvée en croyant que je serais assez forte pour finir ce qu'elle avait commencé. 3 jours après Noël, je suis entré dans les bureaux de maître Diane Lefebvre. Je portais la seule tenue professionnelle que je possédais encore, c'était étrange de s'asseoir dans un immeuble de verre surplombant la ville après avoir dormi sur un canapé emprunté quelques jours plus tôt. Diane Lefebvre s'est levée quand je suis entré dans la pièce, elle était calme, directe, le genre de femme qui ne gaspillait pas ses mots et n'adoucissait pas la vérité. Votre mère était exceptionnelle, a-t-elle dit, et elle avait raison. Elle a ouvert le dossier et a commencé à lire, la pièce est devenue silencieuse à l'exception du bruit des pages qui tournaient. Après 10 minutes, elle a levé les yeux vers moi, ce n'est pas compliqué, a-t-elle dit, c'est de la fraude, de la dissimulation d'actifs, de la manipulation judiciaire, et c'est documenté. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois ce n'était pas de peur. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous agissons rapidement, a-t-elle dit. Aujourd'hui. Elle m'a expliqué en termes simples, d'abord, une requête d'urgence pour geler tous les avoirs de Julien, chaque compte, chaque propriété, en France et à l'étranger, sans avertissement, puis une demande de réouverture du divorce basée sur la tromperie et la corruption. Elle a passé les appels devant moi, et au moment où j'ai quitté son bureau, les papiers étaient déposés. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné, c'était Julien. J'ai répondu et appuyé sur enregistrer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il crié. La police était à la maison. Mes comptes sont gelés. Je ne peux accéder à rien. J'ai gardé ma voix stable, j'ai dit la vérité. Il y a eu un silence sur la ligne, assez long pour que je l'entende respirer. Tu ne sais pas ce que tu fais, a-t-il dit finalement, tu es en train de me ruiner. Non, ai-je dit doucement, tu as fait ça tout seul. Il a commencé à hurler, des menaces, des insultes, la panique transpirant à travers chaque mot. Puis je lui ai parlé des preuves, des comptes, des paiements, de la lettre. On pouvait entendre le moment où sa confiance s'est effondrée. C'est impossible, a-t-il dit, personne n'était au courant de ça. Ma mère, si. L'appel s'est terminé avec lui jurant et promettant des conséquences. 2 heures plus tard, Diane m'a rappelé. Camille est partie, a-t-elle dit simplement, elle a fait ses valises et est partie. Je me suis assise et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas ressenti de joie, j'ai ressenti du soulagement. Pour la première fois depuis des années, son pouvoir se fissurait, et pour la première fois de ma vie, je ne demandais plus la permission de me tenir debout. 2 mois plus tard, je suis retourné dans la même salle d'audience où ma vie avait été démantelée, mais cette fois, je ne me sentais pas petite. Diane était assise à côté de moi, calme et concentrée. Mes mains reposaient sur mes genoux, stables pour la première fois dont je me souvienne. Julien était assis à l'autre bout de la salle avec un avocat commis d'office, sa confiance avait disparu, son costume cher ne lui allait plus comme avant, il gardait les yeux sur la table comme si regarder en haut risquait de l'exposer. La juge est entrée et la salle s'est levée, elle ne s'est pas pressée, elle a parlé lentement et clairement comme si chaque mot comptait. « Monsieur Laurent, vous avez délibérément caché des actifs à ce tribunal, a-t-elle dit. Vous avez manipulé des dossiers financiers, corrompu des conseillers juridiques et présenté un faux récit pour priver votre épouse de ses droits. » Elle a énuméré les preuves pièce par pièce, comptes offshore, sociétés écrans, propriétés non divulguées, paiements inexplicables. Julien a essayé d'interrompre, la juge a levé la main, « Vous ne parlerez pas, a-t-elle dit, vous avez assez parlé. » Elle s'est tournée vers moi, « Madame Dubois, ce tribunal vous a fait défaut lors de la procédure initiale. Cet échec est maintenant corrigé. Le règlement initial est annulé dans son intégralité.
Julien a été condamné à payer des restitutions, une pension, des dommages et intérêts. La garde exclusive de Léa et Hugo m'a été accordée, tout droit de visite serait supervisé et examiné séparément. Julien s'est levé en tremblant, ce n'est pas juste, a-t-il dit, elle ne mérite pas ça. La juge l'a regardé fixement, vous avez bâti votre vie sur la tromperie, a-t-elle dit, ceci en est la conséquence. Le marteau est tombé, c'était fini. À l'extérieur du tribunal, Diane m'a serré brièvement dans ses bras, votre mère serait fière, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête car les mots ne venaient pas. 3 semaines plus tard, Julien a été condamné au pénal, prison, amende, une fin qu'il n'avait jamais prévue. Je n'ai pas assisté à cette audience, je n'en avais pas besoin, j'étais déjà sorti libre. La vie n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain, mais elle est devenue la mienne. Avec le règlement et la fiducie de ma mère, j'ai acheté une maison modeste dans un quartier calme, rien d'extravagant, juste sûre, chaleureuse, la nôtre. Léa a choisi une chambre peinte en violet doux et a couvert les murs de dessins. Hugo a choisi des dinosaures et des fusées et a insisté pour dormir avec sa porte ouverte chaque nuit pendant un moment, je l'ai laissé faire. Le rire est lentement revenu dans la maison, pas forcé, pas prudent, réel. Une semaine après notre déménagement, je suis retourné à la banque seul. Monsieur Mercier m'a accueilli avec un sourire et a placé une petite boîte sur la table, elle était emballée dans du papier bleu tout comme ma mère l'avait décrit. Je suis resté assise là longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une photo de moi à 20 ans debout à côté de mon œuvre, les yeux brillants, de la peinture sur les mains, une femme qui croyait qu'elle avait le droit de prendre de la place. Sous la photo se trouvait une fine clé dorée attachée à une note de la main de ma mère, pour ton atelier. Elle l'avait achetée il y a des années, un petit espace de travail à mon nom uniquement, un endroit que personne ne pourrait me prendre parce qu'il n'avait jamais appartenu à personne d'autre. J'ai pleuré dans la voiture après ça, non pas de chagrin, mais de reconnaissance. J'ai transformé la chambre d'amis de notre nouvelle maison en atelier, j'ai recommencé à peindre, lentement au début, puis avec avidité. J'ai pris du travail de design, puis d'autres clients sont venus, la confiance a suivi. Un soir, Léa m'a regardé travailler et a dit, « Maman, tu ressembles à nouveau à toi-même. » Elle avait raison. Julien voulait le contrôle, il voulait l'obéissance, il voulait que je sois effacé. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que je n'ai jamais été faible, j'étais juste silencieuse, et les femmes silencieuses se souviennent de tout. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez petite, invisible ou dépendante, je veux que vous entendiez ceci clairement, vous n'êtes pas inutile, il n'est pas trop tard, et recommencer à zéro n'est pas un échec. Parfois, la plus grande vengeance est de se reconstruire si bien que le passé ne peut plus vous atteindre.